3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en samedi? Moi je suis un petit peu partagé parce que la fin des playoffs approche et ça me rend triste, mais en même temps je vais pouvoir reprendre une vie normale avec un sommeil un petit peu plus cohérent et ça je crache pas dessus. Mais bref, si vous êtes là, c'est pas pour m'entendre faire un bilan de santé, alors parlons basket, il vaut mieux et partons en mode coast to coast. Mercredi, sur Twitch, vous avez voulu que je parle des Warriors, et je ne vous cache pas que j'aime beaucoup l'idée. Le concept que je vous avais proposé, c'était de comparer l'équipe de cette saison-là à celle de 2015, qui à l'époque avait remporté le premier titre de sa dynastie. En étant honnête, si je vous ai proposé ça, c'est que je vois énormément de similitudes entre cette team d'il y a 7 ans et celle qui est encore en course pour le titre à ce jour. Comparer les époques nous permettra de voir, entre autres, si les hommes de Steve Kerr sont bien partis pour remporter leur 4ème bague en 7 ans, qui représenterait la 7ème de toute leur histoire. Donc je pense que l'idée de la vidéo vous l'avez compris, alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti! Les Warriors 2022 sont-ils meilleurs que les Warriors 2015 et si oui, sont-ils bien partis pour remporter le titre? Pour commencer, évidemment, les Warriors 2015, il faut qu'on en parle et qu'on s'en rappelle. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, le dernier titre de la franchise remontait à 1975, soit 40 ans plus tôt, lorsque Rick Barry enchaînait les buckets dans cette équipe de bagarreurs ayant obtenu son sacre devant les Bullets de Wes Unseld et Elvin Hayes en 4 matchs secs pour réaliser l'une des plus grosses surprises de l'histoire des finales. Le souci, il suffit de regarder les livres d'histoire, c'est qu'après ça a été le néant. Près des 2/3 du temps, les Warriors manquaient la post-season et plus jamais un deuxième tour n'a été passé. Même si le développement de Stephen Curry au début des années 2010 ainsi que le recrutement de Mark Jackson au poste de head coach ont pu offrir de bons moments aux fans et un peu d'espoir, toujours la même histoire. En 2013, Golden State perdait au deuxième tour avant de s'incliner cette fois-ci au premier tour en 2014. L'équipe stagnait depuis maintenant bien longtemps et personne ne semblait être en mesure de trouver une bonne solution pour step up. Du coup, il fallait forcément tenter des choses du côté du front office, mais leur première décision a surpris pas mal de monde. Alors qu'il avait le soutien absolu de tous ses joueurs, Mark Jackson fut renvoyé pour mettre à sa place un coach rookie du nom de Steve Kerr. Bien sûr, en tant qu'ancien joueur, ancien champion avec les Bulls et les Spurs, puis même ancien commentateur et ancien GM aux Suns, le nom était super connu des fans. Mais soyons francs, l'idée de remplacer un coach labellisé par un autre qui lui est complètement expérimenté, quand on veut aller vers le haut, ça n'a pas vraiment plu au départ. Dans la tête de tout le monde à Oakland, on faisait un nouveau pas en arrière, en recrutant Apridor en tant que coach, le shooter le plus adroit à 3 points all-time en NBA. Du côté des joueurs, par contre, pas de gros changements dans l'absolu. Les plus grosses recrues se nommant Leandro Barbosa et Sean Livingston avec comme mission principale de renforcer le banc. Mais le truc c'est que la saison a commencé et on s'est vite rendu compte que dans ce groupe il y avait eu un déclic, des deux côtés du terrain. Steve Kerr, en bon disciple de Greg Popovich, coach avec lequel il a terminé sa carrière de joueur, a mis l'accent sur plusieurs aspects essentiels. La circulation de balles, les démarquages, le jeu rapide et la défense. Tout ça afin de libérer au maximum les shooters en fin de système tout en s'offrant un maximum de contre-attaque. Et là autant le dire, la progression a été folle et les résultats ont été complètement insane, encore beaucoup plus que vous ne puissiez l'imaginer si vous ne connaissez pas cette histoire. Avec des joueurs comme Steph Curry, Klay Thompson ou Draymond Green qui se régalaient dans ce système, Golden State a terminé la saison avec le pace le plus élevé de la ligue, la meilleure défense et la deuxième meilleure attaque. Boum. Mais ce n'est pas tout, les Warriors ont aussi terminé avec le meilleur bilan de la NBA, 67 victoires pour 15 défaites. Impressionnant. L'équipe était juste intraitable à domicile, avec sur la saison un énorme bilan de 39 victoires pour 2 petites défaites, pendant que Steph Curry, lui, déchaînait les foules et finissait MVP. En tournant à près de 24 points de moyenne, le meneur était d'une insolence folle, enchaînant les paniers à longue distance contestés ou à 10 mètres avec des pourcentages supérieurs à 44%, très proches de ceux de son nouveau coach. Sauf que Curry, lui, tentait 8 triples par match, contre même pas 3 en carrière pour Kerr, la différence est réelle. Cette saison-là d'ailleurs, le duo Steph-Clay, avec 286 paniers à 3 points inscrits à eux deux, a battu le record historique pour 2 coéquipiers en termes de shoot à 3 points marqués en une seule saison. Tant qu'à faire aussi, ajoutons que Klay Thompson, cette année-là, a également battu le record all-time de points marqués sur un carton pour un seul joueur, avec 37, une véritable torche humaine. Clairement là vous commencez à le comprendre, en un été, à la plus grosse surprise de tout le monde, cette équipe était juste devenue fabuleuse. C'est d'ailleurs lors de cette campagne 2014-2015 qu'est apparu le fameux Death Lineup Small Ball, composé de Stephen Curry, Klay Thompson, Harrison Barnes, André Iguodala et Draymond Green, un 5 qui définitivement fut primordial en playoff. Et les playoffs justement, parlons-en, parce que les équipes qui brillent en saison régulière et qui choquent en post-season, on les connaît. Et bien là dites-vous que pour nos Warriors, jusqu'en finale, le parcours s'est fait sans embûche, ou presque. 4-0 contre les Pelicans, 4-2 contre les Grizzlies, puis 4-1 face aux
Rockets pour se qualifier en finale NBA face aux Cavaliers d'un certain LeBron James, et c'est bien à ce moment-là que le Death Line-Up s'est montré mortel. Alors que Cleveland menait 2-1, Steve Kerr a eu la magnifique idée de remplacer dans le 5 de départ Andrew Bogut par André Iguodala, et ça a tout de suite porté ses fruits. Les Warriors ont remporté les 3 matchs suivants assez aisément en plus, profitant de leur adresse extérieure, de leur circulation de balles et de leur système de jeu pour prendre feu, tout en étouffant des Cavs qui n'ont plus jamais atteint les 100 points dans ces finales. L'exploit était fait, le titre était dans la poche et André Iguodala devenait MVP des finales. Incroyable. Pour aller encore plus loin, sachez que la saison suivante, les hommes de Steve Kerr ont juste réalisé la meilleure saison de toute l'histoire avec un bilan de 73 victoires pour 9 défaites, avant de recruter Kevin Durant et de remporter à nouveau les titres en 2017 et en 2018. Autant le dire, soyons clairs que cet exercice 2014-2015 a été purement exceptionnel et qu'il a été à la base d'une dynastie. Donc là, on s'en rend compte, la barre est sacrément haut placée si on veut comparer les Warriors 2022 aux Warriors 2015. Des cases à cocher, il y en a, sachant qu'à première vue, la réponse est non. Les Warriors 2022 ne peuvent pas être meilleurs que leurs homologues d'il y a 7 ans. Cette saison, les Californiens ont remporté 14 matchs de moins qu'en 2015. Comment pouvons-nous donc penser qu'ils puissent être meilleurs? Eh bien, vous allez voir, j'ai quand même quelques arguments qui permettent peut-être de faire pencher la balance. Et pour commencer, comparons les effectifs, à commencer par les survivants. Et forcément, le premier survivant auquel on pense, c'est Stephen Curry. MVP en 2015, il n'a terminé qu'à la 8e place cette saison. Ça laisse donc penser qu'il est désormais moins bon. Mais est-ce que ça suffit pour tirer tout de suite des conclusions? Je vous le dis tout de suite, non. En termes de stats, par exemple, il y a du bon et du moins bon. Cette année, par exemple, il a mis plus de points et pris plus de rebonds qu'il y a 7 ans. En parallèle, il délivre un peu moins de passes désormais et est bien moins adroit. Par contre, ce qui ne se voit pas dans les stats, c'est qu'aujourd'hui, le chef est devenu un défenseur plus que correct, qu'il n'était pas avant. Et ça montre une réelle progression. Puis il faut s'en rappeler également, même si ça n'a pas duré jusqu'au playoff, en début de saison, le meneur de jeu était carrément sur une autre planète. Les Warriors et les Suns dominaient l'Ouest et Curry était, et de loin, le favori pour remporter le trophée de MVP. Malheureusement, ensuite, il a connu un petit coup de moins bien au niveau de l'adresse, puis les Warriors, y compris le chef, ont connu des blessures majeures. Il a également fallu intégrer Klay Thompson et de nouvelles pièces, et Golden State a fini 3e de la conférence Ouest. En fin de saison, et c'est logique, plus personne ou presque n'imaginait Stephen Curry comme MVP. Mais est-ce que ça veut dire directement qu'il est moins bon qu'en 2015? Eh bien, nous allons voir ça. Je pense que Curry aujourd'hui est un joueur différent, meilleur défenseur et plus expérimenté. Maintenant, par exemple, je trouve qu'il gère mieux les mauvais moments, s'adapte mieux aux défenses adverses qu'il trappe de plus en plus, il gère sûrement mieux la pression aussi, il est plus mature et l'âge le rend davantage maître de ses émotions. S'il est maladroit lors d'un match, peu importe, il restera toujours confiant, il sait que ça reviendra vite, quand auparavant, tous ces événements pouvaient un petit peu lui trotter dans la tête. Si je devais définir en un seul mot l'évolution de Stephen Curry, je dirais qu'aujourd'hui, il est tout simplement plus serein. Alors ok, il est sûrement un peu moins insolent et un peu moins adroit, mais en 2022, il subit beaucoup plus de pression défensive. Le mec est connu désormais et tout le monde sait ce qu'il vaut, toutes les équipes sont obligés de créer un système contre lui, ce qui n'était pas le cas auparavant. Forcément, vous vous en doutez, dans des conditions pareilles, ça devient beaucoup plus compliqué de shooter à 45% de loin. Si on avait comparé le Curry de 2016 avec celui d'aujourd'hui, franchement là j'aurais pas hésité, j'aurais choisi de suite 2016. Mais si on compare celui de 2015, je trouve que c'est plus compliqué, leurs niveaux de jeu sont plus proches même s'il y a eu des évolutions. Cependant, moi je pense qu'avec tout ce vécu, toute cette expérience et toute cette maturité, Curry, qui est encore dans son prime, est probablement encore meilleur aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais parler de Draymond Green, qui lui aussi est un cas difficile à étudier. En 2015 déjà, il était un spécialiste de la défense et avait terminé élu dans la All Defensive First Team en NBA. Cette saison, ce ne fut pas le cas car il est apparu dans la Second Team, mais est-ce que ça veut directement dire que Draymond Green, dans ce domaine qui représente sa spécialité, est moins bon qu'il y a 7 ans? Eh bien je ne crois pas, car lui aussi, aujourd'hui, avec l'expérience et la connaissance de son rôle, a fait de réels progrès. En défense, il n'a plus à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, et je trouve que dans le domaine, son QI s'est encore développé. En fait, pour moi, s'il n'a pas fini en Defensive First Team cette saison, c'est surtout que les blessures l'ont éloigné des terrains pendant près de la moitié de la saison, et ça fait beaucoup. Si vous vous rappelez bien, avant qu'il ne se pète et qu'il manque tout un paquet de matchs, il était le favori des bookmakers et des analystes pour le trophée de Deepoy. Ce n'est donc pas qu'il a été moins bon en défense, c'est juste qu'il a manqué trop de matchs. Voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui, le Draymond Green de 2022 est meilleur en défense que le Draymond Green de 2015. Ce sont juste les blessures qui l'ont ralenti lors de cette campagne. Sauf que le basket, ce n'est pas que de la défense, et ce qui est clair, c'est que offensivement, Green n'est plus du tout le même joueur. Toutefois, même s'il score moins désormais, son rôle dans le playmaking, lui, a littéralement explosé. À l'époque, il était surtout utilisé comme un stretch, qui ne délivrait même pas 4 passes par match. Aujourd'hui, il est limite le primary playmaker de son équipe, qui porte la gonfle pendant que ses potes se démarquent off-ball, et en tant que point forward, il tourne désormais à plus de 7 caviars par rencontre. Athlétiquement aussi, il semble moins affûté qu'il y a 7 ans, mais ce n'est pas grave, car avec l'XP engrangé, en termes de QI basket et de science du jeu, Draymond Green est devenu un crack. Pas simple donc de faire une comparaison tant son rôle et son jeu ont évolué, mais peu importe, moi je suis assez certain que je préfère celui d'aujourd'hui.
Bien sûr, il est moins explosif, moins puissant et moins scoreur, mais en contrepartie, il défend plus intelligemment, tout en étant devenu un as du playmaking, et ça, Golden State en a beaucoup plus besoin que de ses points. C'est ainsi qu'entre le Draymond Green du présent et celui du passé, je me dis que tant qu'il reste en bonne santé, je donne un vrai point à l'actuel. Puis si on continue à évoquer le Big 3, il faut aussi aborder le cas Klay Thompson. Lui, il connaît une situation plus compliquée vu qu'il vient de passer 2 ans et demi sans jouer à cause de blessures très graves. Sur son cas, je ne vais pas en faire des tonnes car je développais tout en détail de A à Z dans une vidéo récente sur ma chaîne. De toute façon, le bilan va être simple. En 2015, nous avions déjà le prime Klay, ou pas loin, quand en 2022, même si je suis très content de voir tout ce qu'il apporte suite à une si longue absence, il peine encore à être régulier sur son shoot. De plus, en défense, en raison d'une perte de mobilité latérale et de qualité athlétique, il est moins tranchant. Donc la chute n'est pas non plus vertigineuse, on ne va pas abuser, et Thompson, avec ses qualités bien à lui, apporte toujours beaucoup. Ceci dit, là, cela semble assez clair, c'est plutôt le Big Smokey du passé qui remporte un point sur celui du présent. Parmi les joueurs survivants, il en reste encore un, même s'il a fait d'autres équipes entre-temps, André Iguodala, qui lui, on va le dire, n'est plus du tout le même malheureusement. Bien sûr, encore une fois, quand il n'est pas blessé, il pèse par sa sagesse sur le terrain et sa science du jeu. Néanmoins, aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'il est davantage un leader du vestiaire qu'un joueur de basket qui renversera le cours d'une série. Le MVP des finales 2015 a désormais 38 ans, et son prime est loin derrière. De plus, et c'est malheureux, il faut savoir que sa blessure au cervical actuellement le rend incertain jusqu'à la fin des playoffs. Donc si le trio Curry, Klay, Green a évolué, mais garde un niveau à peu près proche de celui de 2015, que ce soit un peu mieux ou un peu moins bon, André Iguodala, lui, n'est plus que l'ombre du joueur qu'il était il y a 7 ans. Après, impossible de lui en vouloir non plus, hein. C'est comme ça, le temps passe et personne n'est immortel. Ouais, ok, c'est vrai, sauf peut-être Nathan dans Misfits ou Kenny dans South Park, mais ce qui est sûr, c'est que Dédé Iguodala, lui, ne l'est pas. Et mine de rien, perdre un tel élément, je le répète, le MVP des finales 2015, ça compte quand même. On va voir par la suite si Golden State, avec d'autres éléments, peut compenser une telle perte. Mais avant de parler des autres joueurs, je veux évoquer le coach, Steve Kerr, qui lui aussi est un survivant, il faut y penser. Et avec lui, soyons clairs, en 7 ans, il est passé du statut de coach rookie à celui de tacticien ultra expérimenté et élu dans le top 15 des meilleurs coachs de l'histoire par la NBA récemment. Désormais, il a l'expérience, les acquis, il connaît les longs parcours de playoff et les ajustements, et des choses, il en a vécu. Rappelons qu'il a déjà 3 bagues au doigt en tant qu'entraîneur, pour s'ajouter aux 5 qu'il a en tant que joueur. Donc oui, même si Kerr était excellent en tant que coach lors de sa première saison, aujourd'hui, il faut être conscient qu'il est bien meilleur. Il maîtrise son système de A à Z, connaît le profil de tous ses éléments par cœur, et il a encore gagné en charisme et en leadership, c'est fort. Maintenant, est-ce que cette progression suffit à elle seule pour compenser la régression d'André Iguodala? Pas sûr, mais c'était quand même important de le mettre en avant tout ça. Et une autre chose à mettre en avant justement, c'est le poste 3, parce que là il y a eu du vrai changement. À la place d'un Harrison Barnes qui avait 22 ans à l'époque, on a aujourd'hui un Andrew Wiggins de 26 ans qui vient de fêter sa première sélection All-Star. Bon, déjà il faut être conscient que Harrison Barnes à l'époque c'était fort, il marquait sa dizaine de points par rencontre, faisait tout plein de petites choses et défendait plutôt bien, sauf que maintenant je ne veux pas lui manquer de respect, mais Lou Wiggins 2022 c'est un Harrison Barnes 2015 puissance 10 au moins. J'aime le fait que dans le dispositif de Steve Kerr, ces deux joueurs soient dévoués au collectif, ils font le travail de l'ombre, sont essentiels, et à peu de choses près occupent à peu près le même rôle. Cependant, je ne vois aucun, mais aucun domaine dans lequel le Barnes 2015 pourrait être meilleur que le Wiggins 2022. Parce que ouais, ce fameux Andrew Wiggins, le Canadien, parlons-en un peu. Déjà, il faut être conscient que s'il a été starter All-Star, ce n'est pas pour rien. Bien sûr, les fans de K-pop l'ont peut-être un peu aidé à finir titulaire, mais ça on s'en fout, car en vérité, son étoile, il l'a mérité, et pas qu'un peu. Avant le break, Lely avait trouvé l'équilibre parfait, alternant drive et catch and shoot, tout en étant le meilleur défenseur au périmètre de sa team. Tout ça, ça pèse. Le truc, c'est qu'ensuite, on l'a un petit peu oublié, car il a subi une légère baisse dans ses chiffres, suite au retour de Klay, mais aussi aux blessures de Draymond puis de Steph. Alors qu'il commençait vraiment à kiffer son nouveau rôle, Wiggins a dû passer la deuxième partie de sa saison à s'adapter et à tâtonner. Globalement, ses stats sont restés plutôt corrects, mais son adresse et son nombre de points en ont pris un petit coup, et forcément les critiques ont commencé à fuser. Et ouais, personne n'a été tendre avec Wiggins, c'est un peu son habitude, sauf que là, depuis le début des playoffs, il est en train de fermer des bouches. Franchement, regardez-le jouer, le gars est partout, super efficace, peut-être qu'il ne marque que 16 points par match, mais je m'en fous, il est ultra spectaculaire, défend comme un affamé, se tape les meilleurs ailiers adverses, prend des rebonds, fait circuler la gonfle, eux seuls comme jamais, et surtout joue très très juste. Le Canadien fait ce qu'il faut quand il faut, ce dont les Warriors ont besoin, il est toujours là au bon moment, toujours dans le bon timing, et perso, là, ce qu'il montre pendant cette post-season, j'adore. Il est ce genre de joueur super athlétique qui utilise ses skills de manière super efficace tout en sachant jouer avec son cerveau. Et ça, honnêtement, à mes yeux, ça vient largement surpasser ce qu'apportait Barnes en 2015 tout en compensant même une partie de ce qu'apportait André Iguodala. Non, franchement, il est un joueur indispensable dans l'effectif de Steve Kerr pendant ses playoffs et j'ai l'impression que certains ont un peu tendance à l'oublier. Donc là, si on fait un petit point, à ce moment de la vidéo, on se rend compte qu'il y a match quand même entre ces deux équipes qui ont 7 ans d'écart. Sauf que pour comparer, il va falloir être plus complet que ça, parce que pour gagner des titres, on le sait, les
roleplayers, la jeunesse, l'âge et l'expérience ont tous leur rôle à jouer aussi. Tout ça on va l'aborder dans la suite de cette vidéo, mais avant ça j'ai quelque chose à vous demander. Êtes-vous bien abonné à cette chaîne? Là on vient de passer la barre des 45 000, et si on continue sur cette lancée, ça se pourrait même qu'on atteigne les 50 000 avant 2023, ce serait un truc de dingo. Je vous le dis souvent, quand je me suis lancé sur YouTube, mon objectif était d'atteindre 5 000 abonnés, alors faire un x10 en même pas 5 ans, ce serait hautement symbolique. Sauf que pour ça j'ai besoin de vous, alors si ce n'est pas fait, go spammer sur ce bouton rouge, et si c'est fait, pensez-y, on l'oublie souvent, parlez de la chaîne à vos potes, et invitez-les à s'abonner eux aussi. Alors on y va tous ensemble, on apporte de la force et on embarque dans la fusée pour atteindre les étoiles. Adieu la terre. Mais du coup, revenons aux Warriors, et ce qu'il fallait qu'on fasse là, c'était parler des roleplayers et du banc. Pour moi, les principaux à retenir pour les playoffs 2015 sont Andrew Bogut, Sean Livingston, Leandro Barbosa, Festus Ezeli, Mari Speights et David Lee. En 2022, nous garderons plutôt Jordan Poole, Otto Porter Jr., Kevin Looney, Jonathan Kuminga, Nemanja Bjelica, Damian Lee, Moses Moody, avec l'idée, encore une fois, de faire une comparaison. Et déjà, le premier truc choquant, c'est qu'en 2015, on avait quasiment que des vétérans, quand en 2022, on a quasiment que des jeunes loups. C'est super intéressant ça, mais on reviendra dessus plus tard. Et mon premier réflexe là en regardant les deux listes aurait plutôt été de donner l'avantage aux roleplayers de 2015. Sauf que si on fait du cas par cas et que j'y réfléchis un peu plus précisément, malgré toute la dureté et le combat qu'apportait Bogut dans la raquette, faut se rappeler que son corps suivait difficilement quand même. Il était en perte de vitesse quand cette saison en playoff nous avons un Kevin Looney qui se révèle en attaque, au rebond mais surtout en défense, secteur dans lequel grâce à sa mobilité il peut dépanner à tous les postes. Bon après ok, dans le frontcourt, aux côtés de Bogut dans l'effectif, il y avait aussi Mari Speights, Festus Ezeli et David Lee, ce n'est pas rien, il faut en parler. Si ces trois gars n'ont pas forcément eu un gros rôle pendant les playoffs, ça a apporté une vraie variété dans les profils, et c'était intéressant pour Steve Kerr. N'empêche que cette saison dans le frontcourt c'est un petit peu la même. À Looney, on peut ajouter Bjelica et son expérience, Kuminga qui montre de belles choses quand il a du temps de jeu et surtout Otto Porter Jr. Ouais, OPJ j'y tiens, et même si actuellement il est blessé au pied, quand il est présent j'adore ce qu'il apporte, et dans les winning plays il est devenu un spécialiste. Non franchement il y a de quoi rivaliser, et ça se joue à peu de choses, et malgré le gros nom de Bogut en 2015, j'ai tendance à quand même préférer le frontcourt de 2022 qui dispose de plus de variété dans ses profils. Pour ce qui est du backcourt, grosso modo nous avions Sean Livingston et Leandro Barbosa en 2015 contre Jordan Poole, Damian Lee et Moses Moody en 2022. Dommage, en vrai, que Gary Payton II ait été blessé. Là, clairement, à première vue, le meilleur joueur de tous, c'est Jordan Poole. Et de loin, le mec, après sa bonne saison, a encore step up en playoff pour désormais tourner à plus de 18 points par match à 52% au tir, quand Livingston et Barbosa en 2015 ne mettaient pas plus de 5 points par match chacun. La différence est folle. Sauf que vous le savez maintenant, les points, les chiffres, ça ne fait pas tout, et je ne veux pas non plus manquer de respect à ces deux vétérans d'il y a 7 ans. Ces gars-là rendaient de bons services, ils défendaient et jouaient très juste, quand Poole, lui, fait encore parfois des erreurs de jeunesse. Ceci dit, nos deux vétérans de 2015 n'avaient pas forcément non plus un énorme rôle. Livingston en playoff jouait moins de 18 minutes par rencontre, tandis que Barbosa, lui, en obtenait une dizaine en moyenne. Alors ok, c'est encore des chiffres, mais cette année, Poole en playoff joue 30 minutes de temps de jeu moyen par match. C'est dire si sa place est essentielle. Donc ouais, d'autant plus si on ajoute Moody et Lee, on a vraiment tendance directement à vouloir donner le point aux Warriors actuels. Néanmoins, perso, je sais à quel point l'expérience est nécessaire en playoff, et je me rappelle à quel point Barbosa et Livingston ont rendu des services réellement essentiels. Dans la comparaison des backcourt roleplayers, donc je ne me mouille pas, je n'arrive pas à trancher, et je donne donc un match nul entre 2015 et 2022. Et l'expérience là justement qui a été essentielle dans cette dernière comparaison, parlons-en, c'est mon prochain chapitre. Cette saison, si l'on regarde le nombre de séries disputées par les joueurs des Warriors en playoff en carrière, nous avons une moyenne de 9,2 par gars contre 3,6 en 2015. Normal, on a envie de dire quand des mecs comme Curry, Clay, Green et Iggy ont connu un tel parcours depuis 7 ans. Cependant, à Golden State, cette année, 6 joueurs découvrent la post-season contre seulement 2 en 2015, et ça aussi ça compte. Encore une fois, c'est difficile de se positionner, mais ce qui est sûr, c'est que la situation s'est inversée. À l'époque, c'était les cadres qui étaient plutôt inexpérimentés, tandis qu'aujourd'hui, ce sont plutôt les roleplayers. Finalement, en termes de construction, là, on est clairement à l'opposé, mais c'est très intéressant en vrai comment l'équipe a évolué. En 2015, on a voulu recruter des vétérans, des tontons, pour encadrer des leaders qui, eux, avaient un peu moins de bagages. En 2022, on a juste fait l'inverse, en recrutant un maximum de jeunes loups pour apporter de la fraîcheur autour de ces gars, de ces joueurs majeurs qui, en carrière, avaient déjà tout connu ou presque. Maintenant, il y a quand même des similitudes, parce que dans ces deux équipes, à ces deux époques, nous avons un bon mix de jeunes et de vétérans. Seuls les rôles de chacun d'eux ne sont pas les mêmes. Du coup, pour aller plus loin que juste l'expérience, je veux évoquer l'âge aussi, la jeunesse. Parce que oui, avoir joué comme Iguodala plus de 30 séries de playoffs en carrière, c'est cool et ça a du sens dans une équipe. Mais si c'est pour jouer un match sur 20 à 42 ans, comme le fait Udonis Haslem à Miami, ça a quand même beaucoup moins de sens. Bien sûr, ça apporte du leadership dans le vestiaire, mais sur le terrain, on a besoin de davantage d'énergie, de davantage de fraîcheur. C'est pour ça que j'ai
j'ai voulu comparer un petit peu les âges de ces deux équipes à deux époques différentes. Donc j'ai fait mes calculs et là en vrai ça ne nous aide pas beaucoup. Si on regarde seulement les joueurs qui ont participé aux playoffs, on avait une moyenne de 27 ans en 2015 contre 28 ans aujourd'hui en 2022. C'est très proche. Ça nous fait en tout cas encore un élément supplémentaire qui nous permet de dire qu'il y a pas mal de points de comparaison à faire entre ces deux teams. Alors du coup, que conclure avec tous ces éléments qu'on vient de soulever là? Parce qu'il faut bien répondre à la question du jour, et la première chose, c'est que ces deux équipes en fait ont énormément de similitudes. Entre les différents profils utilisés, les joueurs en commun et l'âge moyen, beaucoup de choses rapprochent énormément ces deux époques. Pour aller plus loin, on remarque également que dans ces deux équipes, il y avait énormément de profondeur, même si à mes yeux, je pense qu'en 2022, ça marche encore mieux là-dedans, parce qu'il y a encore plus de polyvalence sur le banc que ce qu'il y avait en 2015, mais ça reste plutôt personnel. Dans les similitudes encore, je veux parler du fameux Death Lineup, qui s'il n'est plus le même à ce jour, existe encore, en se composant de Stephen Curry, Jordan Poole, Klay Thompson, Andrew Wiggins et Draymond Green. C'est intéressant tout ça en vrai, car comme à l'époque, c'est souvent ceux 5 qui permettent à Golden State de tout exploser, notamment dans les troisièmes quarts, leur période préférée. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi ça me hypait tant de comparer ces deux teams? Il y a tant de ressemblances. La principale différence, on vient de l'expliquer, c'est comment les choses se sont inversées au fur et à mesure du temps qui passe et de l'évolution du jeu des cadres. À l'époque, les vétérans, les tontons étaient sur le banc. Maintenant, ils sont dans le 5 de départ. Mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous préférez? Perso, moi j'ai plutôt tendance à privilégier les joueurs majeurs, et tant qu'ils sont dans la force de l'âge, plus ils auront d'expérience et mieux ce sera. Et en plus de ça, s'il y a de la jeunesse pour apporter du dynamisme en sortie de banc, je me dis que le cocktail peut être détonnant. Maintenant, est-ce que ça veut forcément dire que les Warriors 2022 sont meilleurs que les Warriors 2015? C'est chaud en vrai, parce que la fraîcheur dans le 5 et l'expérience en sortie de banc, c'est aussi très bien. De plus, si l'on compare les deux campagnes de saison régulière, il n'y a pas photo, 2015 semble au-dessus. Cependant, en 2022, les Warriors ont connu énormément de blessures et de pépins physiques. Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green n'ont joué qu'un tout petit match complet ensemble en saison, sur 82 possibles, ça n'aide pas du tout. En 2015, à eux 3, ils n'avaient manqué que 10 petits matchs, contre 106 en 2022, la diff est juste tarée. Du coup, comparer les bilans de saison régulière me paraît faussé, d'autant plus que pour les playoffs, là en 2022, Golden State est quasiment au complet. Parler seulement de victoire et de bilan serait donc un raccourci bien trop facile, alors qu'analyser comme on l'a fait les profils, l'expérience, la profondeur, l'âge ou la fraîcheur me paraît bien plus cohérent, enfin à mes yeux. C'est pour ça, vous l'avez compris, que j'ai voulu aller plus loin et privilégier ces pistes. Maintenant c'est vrai, les Warriors d'aujourd'hui ne disposent plus d'un joueur comme l'était André Iguodala à l'époque, mais les Warriors de l'époque ne disposaient pas d'un joueur qui arrivait à la cheville de Jordan Poole dans son rôle. De plus, on l'a dit aussi, ce qu'apporte Wiggins aujourd'hui est largement supérieur à ce qu'apportait Harrison Barnes en 2015, et là je ne parle même pas d'Otto Porter Jr. Klay Thompson de son côté a probablement un poil régressé à cause des blessures, mais Stephen Curry est probablement au moins aussi bon. Son jeu a beaucoup évolué, mais c'est pas si mal, moins d'insolence, plus de défense, tandis que Draymond Green, malgré ses sautes d'humeur fréquentes, me paraît indéniablement meilleur qu'il y a 7 ans. Ajoute-toi à tout ça Steve Kerr qui a pris une expérience impressionnante et qui a forcément step up, et oui, je n'ai pas peur de le dire, à mes yeux, les Warriors 2022 sont meilleurs que les Warriors 2015, même si c'est avant tout une question de point de vue. Mais est-ce que tout ça, ça veut dire que les joueurs de Golden State vont encore une fois réussir à soulever le titre au mois de juin, là? Eh bien pour répondre à ça, il faut prendre en compte tout un tas de paramètres. Au moment où je tourne là, les Warriors mènent 3-1 face aux Mavericks, après avoir mené 3-0, et la finale semble déjà leur tendre les bras. De l'autre côté, les Celtics mènent 3-2 face aux Heat, et même si rien n'est fait dans cette série, ils semblent très bien partis eux aussi. Même si j'aurais peut-être l'air ridicule quand la vidéo sortira samedi, aujourd'hui tous les voyants semblent au vert pour que nous assistions à une finale entre Boston et Golden State. Et là, qui gagnera? Eh bien malheureusement je ne peux pas vous le dire, même si dommage, j'aimerais bien être Madame Irma. Avec ce livre, ça nous dit ici qu'on a la possibilité d'écrire une nouvelle histoire. Ceci dit, vous l'avez compris, pour moi, l'expérience des cadres dans la quête d'un titre est primordiale. Pourtant, la finale de 2015, il faut le dire, m'a fait mentir, parce que LeBron James, par exemple, avait beaucoup plus d'expérience de playoff que n'importe quel joueur de Golden State. Puis à Boston, en plus, en termes de construction, on a des choses qui me plaisent grandement. Des stars comme Tatum ou Brown, qui sont peu âgés, mais quand même expérimentés, des vétérans fabuleux comme Al Horford, Marcus Smart ou Derrick White, et des jeunes pousses prometteuses affamées comme Robert Williams, Grant Williams et Peyton Pritchard. Ajoutons à ça Ime Udoka, un coach rookie qui directement, comme Steve Kerr, a fait ses preuves et nous avons déjà pas mal d'éléments essentiels. Difficile donc de dégager un favori dans ces conditions tant les deux teams semblent hyper hypantes chacune de leur côté. Et puis attention aux hits, sait-on jamais, même si j'y crois moins, l'équipe pourrait encore accéder au final. Toutefois, quel que soit l'adversaire, j'ai tendance à beaucoup croire en ces Warriors. Comme je l'ai dit, je les pense encore meilleurs qu'en 2015, et jusque là,
en playoff, je trouve qu'en termes d'exécution et de facilité, ils n'ont pas d'égal en NBA. Pour le moment, ils ne semblent même pas à 100%, ils semblent en avoir encore sous la pédale, et même s'ils ont laissé échapper quelques matchs, je les trouve tellement dominants, tellement bien coachés, que je ne peux pas faire une croix définitive sur eux. Bon, par contre, je vais passer pour un clown très vite si Dallas devient la première équipe de l'histoire à se qualifier après avoir été mené 3-0, mais perso, je n'y crois pas trop. Par contre, ce qui est sûr, d'autant plus si ça se joue face à Boston, c'est que j'imagine une série méga serrée, qui se jouera sur des tout petits détails. Et c'est là qu'intervient le coaching. En 2015, nous avions deux coachs rookies qui s'affrontaient, Tyronn Lue et Steve Kerr. En 2022, ce ne serait pas la même, et même si j'adore Udoka et que j'ai beaucoup de respect pour lui, il serait confronté à un monstre, et peut-être que ces détails dont je parlais iront alors dans le sens des Warriors. C'est donc avec tous ces éléments que je vais assumer, oui, les Warriors 2022 me semblent meilleurs que les Warriors 2015, et oui, je les vois légèrement, j'insiste sur le légèrement, favoris pour soulever encore une fois le trophée NBA dans quelques semaines. Voilà pour ce qui est des Golden State Warriors 2022, voilà pour ce qui est de ce nouveau Coast to Coast. Vous en pensez quoi, vous? Warriors 2022 meilleurs que ceux de 2015, oui ou non? Et selon vous, qui est favori aujourd'hui pour remporter le titre? Dites-moi tout ça en commentaire, vous le savez, j'adore connaître les tendances de la communauté en vous lisant. Donc n'hésitez pas, et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs coms. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour le watch time, la mise en avant et le référencement sur YouTube. Et surtout, merci énormément à tous ceux qui soutiennent sur Twitch et sur Tipeee. Vous êtes le sang et vous permettez à mes projets de continuer à aller de l'avant. Alors s'il vous plaît, n'arrêtez jamais, et vous, si vous voulez les rejoindre, toutes les infos seront dans la description. A très vite.